Merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait déjà des personnes qui étaient là l'année dernière, hein, mais l'année dernière, donc, il y avait un bureau de consultants, Keller, qui est venu, qui a montré aussi une vision de l'industrie du futur, mais peut-être un petit peu plus large. Donc nous, ici, il faut d'abord bien vous préciser que la démarche que je vais vous montrer, c'est notre vision de l'entreprise du futur, et elle est orientée sur les sociétés qui font du manufacturing. Donc pas la société de service. Donc vous faites du manufacturing, vous montez des éléments, etc. À partir du moment où il y a des machines, une ligne d'assemblage au minimum, je vais dire, la méthodologie s'applique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appliquer à d'autres domaines, mais peut-être pas globalement comme je vais vous la présenter. Voilà. Juste deux petits mots, parce que le temps tourne, hein, sur CIRIS. Donc CIRIS, c'est un centre de recherche, un peu comme les CRIT en France, hein, que vous connaissez sans doute, ou le CETIM, pour ceux qui connaissent les plus grands. Et nous sommes donc orientés industrie, et nous sommes drivés vraiment par l'industrie. Donc c'est l'industrie qui nous paye pour qu'on fasse des développements. En gros, on est réparti, on est subsidié, un peu comme les CRIT, on est subsidié à hauteur de 50%. Les autres 50%, on doit se débrouiller pour pouvoir vendre nos compétences. Voilà, donc il y en a toute une série en Belgique et en Wallonie. Donc moi, je viens, comme monsieur l'a dit, de Wallonie, hein, mais on est avant tout en Belgique. Hein, et donc voilà, je vais commencer. Donc notre programme s'appelle Made Different. Hein, donc c'est un nom, c'est du branding. Hein, et on a été rejoint il y a un petit peu moins d'un an maintenant par l'entité Digital Wallonia qui a en charge le développement du numérique pour la Wallonie. Hop, hop, hop. Voilà, ça va mieux comme ça. Oui, mais il ne passe pas en cliquant. Voilà. Alors, le contexte, ben, il n'est pas tellement différent hein, par rapport ici à l'Alsace. C'est qu'en Belgique, ben, on a des coûts salariés élevés. Hein. Donc, on parle bien du coût salarial, pas de ce que la personne a dans sa poche. Hein. Donc, on parle bien du coût global que coûte une personne. Les technologies et les techniques industrielles évoluent très très rapidement. Hein. On parlait tout à l'heure imprimante 3D. En imprimante 3D, il y a une avancée majeure toutes les années, voire tous les 6 mois. Hein. Donc ça va à une vitesse très 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 rapide. Et il faut gérer tout ça. Et on est dans un contexte où on doit faire face à une concurrence mondiale. Hein. Donc ça, je pense que tout ça n'est pas nouveau pour vous. Vous vivez la même chose. Il n'y a pas de différence de ce côté-là. Le programme Made Different, ben, il vise à ancrer l'industrie en Belgique hein, et en transformant ces industries en usines du futur. Hein, et on va voir un petit peu ce que ça implique et ce que ça veut dire pour nous. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions pendant le débat. Moi, je ne me priverai pas de temps en temps de vous en poser une. Hein, donc. Alors, c'est quoi une entreprise du futur ? Est-ce que vous avez une idée ? Ben voilà une première question. Est-ce que vous avez déjà une idée de pour vous, c'est quoi l'entreprise du futur ? N'ayez pas peur, je ne mords pas. Hein ? Oui. Plus d'accidents, oui. Le numérique, oui. Flex. Ouais. Le facteur humain, oui. Ben, je vais pouvoir retourner, moi je crois que vous connaissez tout. Oui, donc on vient déjà d'en voir quelques-uns. Pour nous, l'industrie du futur, ben, c'est un peu ça. Hein, donc c'est une entreprise qui est une usine qui est capable de produire rapidement. Rapidement, donc ça veut dire de la flexibilité, être efficace, les usines agiles, hein, vous avez entendu déjà, je pense, tous ces mots-là. C'est une usine qui doit être orientée sur le durable, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui doit être compétitive, mais surtout, c'est une usine humaine. Hein, et ça, c'est un petit peu le point difficile à faire passer quand on fait nos présentations et qu'on dit aux gens on va automatiser, mais on va faire attention aux hommes et aux femmes. Et alors, souvent, il dit oui, mais si vous automatisez, on perd de l'emploi. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai. Hein, et c'est même rarement vrai.
Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même aussi, c'est que nous avons beaucoup d'outils à notre disposition, donc il faut les utiliser. Elles se perfectionnent, les technologies, de jour en jour, je dirais presque. Elles sont de moins en moins chères, donc de plus en plus abordables, donc aussi orientables vers les PME. Et tout ça donc va amener au niveau des personnes qui travaillent dans les sociétés une évolution. Donc aujourd'hui, on a des opérateurs machines, on a des personnes, moi j'appelle ça des presse-boutons, hein, les gens qui appuient sur un bouton, etc. Ça, c'est une époque qui, si on veut vraiment aller vers le futur, est révolue. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opérateurs, on a des pilotes de ligne qui sont responsables de la qualité du produit qu'ils fabriquent. C'est fondamentalement différent. Le cabinet Köhler, quand il fait la définition de l'usine du futur, il utilise la formule suivante. L'usine du futur, c'est plus de brain, c'est moins de bras. C'est vraiment ça. Donc ça veut dire que l'aspect humain est fondamental dans l'industrie du futur, et pour ça, il va falloir faire des formations, etc. Donc il faut vraiment être centré sur les personnes. On parle aussi de quatrième révolution industrielle. Vous connaissez les trois autres? La première révolution industrielle, c'est quoi? La machine à vapeur. La deuxième? Non, c'est toujours la puissance. Ford, le travail à la chaîne. La troisième? L'automatisation. Même tu triches, toi, tu connais, tu as déjà vu. L'automatisation. Et la quatrième, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est les systèmes cyberphysiques. Alors, est-ce que vous connaissez des sociétés qui sont déjà Industrie 4.0, donc qui sont déjà dans la quatrième révolution industrielle? Non? Ils y sont presque. En réalité, aujourd'hui, à part des Siemens, vraiment des grands, des géants, il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui sont vraiment dans cet aspect-là. Aujourd'hui, donc, les usines du futur, ça veut dire que sur mon smartphone, je dois pouvoir piloter ma ligne, hein, intervenir dessus à distance, etc. Et ça, on n'y est pas encore chez tout le monde. Moi, je l'ai vu chez Siemens, je ne l'ai pas vu chez Mercedes, je ne l'ai pas vu chez Toyota, j'ai visité plusieurs sociétés. On l'a surtout vu chez Siemens. Mais c'est normal quelque part parce qu'ils le vendent en plus, hein, ce concept. Voilà, donc une usine du futur, c'est une usine, comme vous voyez au-dessus, donc toujours bien centrée sur l'humain. C'est une usine qui fonctionne dans un contexte mondial. Hein, aujourd'hui, on ne peut plus, il y a déjà des années de ça, mais on ne peut vraiment plus se replier sur soi-même. Il faut regarder, il faut dépasser les frontières. Dans une usine, il y a des choses qui rentrent, bien entendu, et puis il y a des choses qui sortent. Hein. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Donc dans ce qui rentre, dans tous les éléments qui font qu'une usine est du futur, c'est d'abord avoir le matériel le plus adéquat. On va revenir dessus un petit peu plus loin. Et en matériel aussi et en consommation d'énergie. C'est une usine qui est basée sur l'économie circulaire. Hein. N'oublions pas que les ressources se raréfient. Donc la réutilisation, le recyclage sont des éléments qui deviennent de plus en plus importants dans notre vie. C'est une usine qui a aussi une bonne organisation et qui a des machines au top. Mais c'est aussi, et dernièrement, une usine qui de plus en plus aujourd'hui doit fournir des produits qui sont personnalisés au prix de la production de grandes séries. Citroën, c'est le bel exemple, hein. Vous achetez une Citroën, vous avez, je crois que c'est pas loin d'une centaine de possibilités possibles au niveau des teintes. Hein, donc c'est vraiment personnalisation de masse. Et tout ça donc pour faire quoi? Ben pour sortir des produits qui sont personnalisés et des produits avec une haute valeur ajoutée. Si on n'a pas de haute valeur ajoutée, ben ce sera fait en Chine, ce sera fait en Inde, mais il faut vraiment amener de la valeur ajoutée dans les produits. Merci pour le clavier. C'est plus facile comme ça. Et alors pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc c'est là que nous rentrons vraiment dans la démarche. Oui, c'est une présentation que je fais en entreprise. Donc en général, ce qu'on fait, c'est visiter l'entreprise pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, on part vers une méthodologie.
Donc le système est basé sur 7 grands axes de transformation que vous voyez là et que nous allons développer un par un. Mais la première chose qu'il faut voir quand on fait une démarche usine du futur dans une société, c'est d'abord sensibiliser les sociétés, et surtout les PME. Les grands groupes, ils y sont sensibilisés, ils savent qu'ils doivent y aller, en général en tout cas. Les PME, c'est beaucoup moins vrai. On a souvent le message, c'est pas vous, mais on a souvent le message chez nous, ça c'est fait pour les grands, c'est pas fait pour nous. Si, c'est fait aussi pour les PME. Et surtout d'ailleurs pour les PME. Il faut de l'ambition. Si on n'a pas l'ambition de la société d'aller de l'avant, ça ne sert à rien. Nous, on referme notre cahier, on les remercie pour la visite, et puis on s'en va. Parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, si on n'a pas l'ambition. Et c'est une ambition qui doit être à tout niveau. Donc depuis le directeur général jusqu'à l'opérateur. Ensuite, on fait un scan de la société. Le scan, donc c'est l'industriel qui regroupe ses principaux managers, dont le responsable des ressources humaines, bien entendu, et qui va analyser un formulaire où on va poser toute une série de questions sur les 7 transformations. Et on va lui demander de dire où vous situez-vous et où voulez-vous aller. Et puis alors on va construire un petit graphe avec les résultats, on va analyser tout ça, et puis on va mesurer les gaps entre la position dans laquelle ils estiment qu'ils sont et là où ils voudraient être. Et puis bien entendu en chantier, on attaque les axes les plus importants, là où il y a le plus grand gap. Parce qu'on ne sait pas attaquer les 7 à la fois. Ça, c'est... Ensuite, il y a un plan de transformation qui vient directement derrière. Donc on va conseiller aux industriels un certain nombre de pistes de réflexion pour pouvoir avancer dans la démarche. Et enfin, et c'est là que ça commence vraiment à coûter de l'argent dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'implémentation. Et cette implémentation, c'est là que vous allez devoir, par exemple, changer une ligne de production, amener une nouvelle machine, automatiser une ligne, etc., installer des cobots. Donc, là. Et alors, on a une petite cerise sur le gâteau. Il est possible pour les sociétés de faire un assessment et de remporter un award qui s'appelle l'award du futur, usine du futur. Et à l'heure actuelle, donc, on est à la 3e édition de cet award et nous avons donc 16 entreprises en Belgique reconnues Industrie du futur pour 3 ans. Après, ils sont réanalysés s'ils veulent continuer à avoir le label. Je vous en prie. Pour l'ensemble. Je vous montrerai après. Oui. Et c'est ça sur toute la Belgique ? C'est sur toute la Belgique. Alors c'est un programme qui s'européanise. Donc il y a une démarche européenne, dans laquelle d'ailleurs la France est aussi. Donc il y a toute une démarche au niveau vraiment usine du futur qui est en train de s'européaniser. Voilà, donc je vous propose de les passer en revue. Et de chaque fois, vous citez un exemple que nous avons soit dans une grande société, soit dans une PME, pour vous dire ce qu'on a fait. Et c'est un exemple par transformation. Voilà, le premier, c'est le World Class Manufacturing. Donc à droite, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais quand vous aurez les présentations, je pense, ils y auront accès. Oui, il n'y a pas de souci, ils peuvent avoir. Donc à droite, c'est tous les mots-clés. Donc si vous tapez ces mots-clés, c'est tous les mots-clés qui sont par rapport à l'industrie du futur que vous allez pouvoir retrouver. Il y en a en anglais, il y en a en français. Rassurez-vous, il n'y en a pas en néerlandais. Enfin, on les a enlevés, on les a traduits en français. Voilà, donc ici, c'est vraiment avoir un processus de production au top. Ça ne veut pas dire forcément la dernière des technologies. Ça veut dire la technologie la mieux adaptée pour le besoin de la société. Je peux vous raconter une toute petite histoire, je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut me freiner. Parce que on a une petite société de 7 personnes, vous verrez apparaître son nom d'ailleurs pour une autre transformation, 7 personnes qui fabriquent des pommelles. Donc les pommelles, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les charnières de porte mais à souder. On appelle ça une pommelle. Une pommelle, prix de production 1 euro. Pardon, prix de vente, 1 euro. Donc vous imaginez ce qu'il faut en faire pour gagner sa vie dans une société.
Cette fabrication, quand moi j'ai été voir la société, quand je suis rentré la première fois, c'était germinal, quoi. Il manquait que la terre battue, hein, et on y était. Des machines qui pissent à l'huile dans tous les sens, des morceaux de ficelle pour maintenir la barre parce qu'on a cassé les pièces d'origine, donc une ligne de production qui avait au moins 40 ans, hein, sans avoir jamais été maintenue ni rien, quoi. Et ils continuaient à réussir à produire avec ça. Ils sont venus nous trouver en nous disant, est-ce qu'on peut améliorer ça? Nous, on a dit, ok, on est des ingénieurs, on est des mécaniciens, attendez, on va vous trouver ça 2 doigts dans le nez. On a un superbe tour dans notre établissement à Hasselt. Donc nous, on est répartis sur toute la Belgique, hein, donc on a des petites institutions un petit peu partout. Hein, on leur a dit, vous allez voir, ça va vous faire vos pommelles les 2 doigts dans le nez. Hein. Et en effet, on est arrivé à faire des pommelles à 3 €. Ça, c'est un peu cher. Puis on s'est dit, bon, là, on commence quand même à se poser des questions. On se dit, tiens, est-ce que j'ai pris la bonne voie? Puis il dit, mais non, je n'ai pas pris la bonne voie. Je n'ai pas automatisé, donc je vais automatiser. On va mettre un avance-barre. Oui, mais les avance-barres, ça marche bien quand vous avez des barreaux ronds ou des barreaux carrés. Avec un rectangle, ça ne va déjà plus. Ici, on a des sections oblongs. Donc ça n'allait pas. Pas moyen. Donc on trouve pas. Enfin, on arrive à trouver une solution, mais on ne descend pas suffisamment le prix. Et puis, comme on est quand même aussi un peu malin, et qu'on a un bon réseau de partenaires, on est allé trouver un de nos partenaires en lui disant, tiens, est-ce que tu n'aurais pas une idée, un bureau d'engineering? Il dit, si, ils ont une ligne transfert, on va la moderniser, on va en refaire une moderne. Et en effet, on a fait tous les plans, etc. Mais l'investissement était trop élevé pour la société, ils n'ont pas su le mettre en route. Et finalement, la solution retenue, on a remis les outillages en état, on a repeint les machines, on a remplacé les roulements et les engrenages, et aujourd'hui, finalement, on a une vieille ligne de production, mais remise au goût du jour. Et ça, la société pouvait le supporter. Elle continue à produire ses pommelles, et elle continue à être profitable. Vous voyez, ce n'est pas forcément la meilleure, la dernière des technologies qui peut être la meilleure. Ce que vous voyez ici, sur la photo à gauche, vous voyez un robot intégré à l'intérieur d'une machine à commande numérique. On pourrait croire qu'on peut tout faire avec ça. On peut, oui, mais pas toujours au bon prix. Au-dessus, vous avez des AGV, et le domaine automobile donc, est un domaine où l'industrie 4.0 est déjà très développée. Voilà, quelques exemples. Donc, le premier, c'est JTEC. JTEC, c'est une société en Wallonie qui est labellisée, donc qui est entreprise du futur. Elle a été labellisée en 2016 et il développe des différentiels pour l'industrie automobile. Et pour pouvoir continuer à être compétitifs, ils ont dû revoir tout leur processus de production. Ils sont passés par un plan Renault. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez en France la problématique du plan Renault. Ça date de la fermeture de Renault à Vilvoorde en Belgique. Quand on a mis tout le monde dehors, on s'est dit qu'il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose pour les gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Et on a instauré une loi qui s'appelle la loi Renault en Belgique. Donc quand une société licencie plus de 10% de son personnel, elle est obligée de faire appel à cette loi, qui demande des procédures, etc., pour, je dirais, on ne va pas dire améliorer, mais faire en sorte que ce soit moins problématique pour les personnes qui perdent leur emploi. Donc là, ils ont développé des nouveaux systèmes d'usinage à sec. Donc là, on est dans la partie aussi écologie, donc utiliser moins d'effluents, rejeter moins d'effluents, mais aussi des systèmes comme le skiving. Le skiving, donc, c'est une technologie de taille d'engrenage, donc un différentiel, c'est un engrenage. Et le skiving, c'est une technologie qui permet à l'outil et à la pièce de tourner, mais à des vitesses très très rapides, un peu comme s'ils étaient déjà en fonctionnement, et ce qui fait gagner beaucoup de temps dans la taille des engrenages. Voilà, NLMK, donc ça c'est la sidérurgie. Vous savez que la sidérurgie a beaucoup souffert en Wallonie, comme dans le nord de la France d'ailleurs. Et NLMK est une des dernières lignes de fabrication de rames et de tôles fortes et fine épaisseur. Et nous avons travaillé avec eux à la définition des conditions de coupe pour des aciers spéciaux, parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, vendre une tôle, c'est plus suffisant. Il faut vendre la tôle et le service qui va avec. Donc ça, c'est une notion qui revient très très fort aujourd'hui. Fomeco est une société, elle, qui travaille, qui fait notamment des pots d'échappement. Donc eux, on les a aidés par une meilleure organisation de leur ligne de production à réduire leur délai de production par 2. Et on a fait aussi, c'est l'exemple qui est ici, on a intégré un robot collaboratif
pour pouvoir faire le marquage des pièces, donc, et éliminer une opération qui était lourde et qui était faite par des hommes à l'époque. Le end-to-end engineering, c'est le deuxième atelier, le deuxième axe. Donc là, c'est dire, OK, pour développer un produit ou une pièce, il faut prendre toute la chaîne de valeur de la fabrication de cette pièce. Depuis la partie, je dirais, matière première, jusqu'à la façon dont on va recycler la pièce en fin de vie ou réutiliser. Parce que vous savez que dans l'économie circulaire, c'est recyclage ou réutilisation des composants. En plus de ça, on va intégrer tous les services qui sont concernés par la fabrication. Donc la maintenance, les ventes, les achats de matériel, tout ce qui est marketing, et vraiment regarder au niveau du cycle de vie des technologies. Et là, le bel exemple, c'est Fédéral Mogul. Donc Fédéral Mogul est une société à nouveau dans le domaine de l'automobile qui fabrique notamment des essuie-glaces. Parce que je dis bien notamment, parce que dans le groupe Fédéral Mogul, les essuie-glaces, c'est 1% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est une toute petite société. Il y a 4 sociétés dans le monde qui en font. Et le problème, c'est à nouveau un problème de rentabilité. On produit des essuie-glaces. Un essuie-glace, c'est 9 pièces. Donc, comment faire pour réduire le coût ? On peut toujours essayer d'optimiser les processus de production, etc. Mais à un moment donné, vous êtes au bout, vous ne savez plus. Donc ici, ce qu'il faut, c'est repenser la pièce, repenser la fonction. Et ils sont arrivés aujourd'hui à réduire le nombre de pièces de 9 à 4 pièces. Donc, coûte moins cher à produire. Donc, comme ça coûte moins cher à produire, qu'est-ce qui se passe ? On reprend des commandes. Parce qu'on se repositionne sur le marché. On reprend des commandes, donc on augmente le volume à fabriquer. Les personnes qui étaient à des postes là où on a automatisé sont automatiquement, s'ils acceptent bien entendu d'être formés, reformés vers d'autres métiers. Soit toujours à l'intérieur pour faire du contrôle, pour faire surveiller la ligne, bien entendu, parce qu'il faut qu'elle soit surveillée aussi, mais alors partir peut-être vers la logistique, etc. On remarque, vous allez voir dans le dernier slide, que de toute façon, on a un accroissement de l'emploi. Voilà. Borit, c'est une société qui fabrique des piles à combustible. Et eux, on les a aidés à développer une technologie qui leur permettait d'avoir des circuits à l'intérieur des pièces. Vous les voyez là sur la droite, ce sont des pièces qui sont fabriquées par Additive Manufacturing en métal. Le Digital Factory, ça je pense que tout le monde connaît, c'est digitalisation du processus de production, mais pas que. On va vraiment dans toute la chaîne à nouveau. C'est en gros, et pour résumer, le zéro papier. Donc ça, en général, quand on est en société, c'est une des transformations que les gens comprennent le mieux. Parce qu'on sait qu'on vit dedans depuis déjà quelques années, mais dans certains cas, le processus n'est pas encore abouti. Donc, comme exemple, une fabrique de châssis de fenêtres en aluminium. Spécialité de cette petite société, c'est les grandes portées. Donc, le petit châssis de fenêtre pour la maison individuelle, ça les intéresse moins. Par contre, quand vous commencez à avoir des portées de 3, 4, 5, 10 mètres, là, ils se mettent en évidence et ils peuvent amener des solutions. Le fils, donc la société a été créée par le papa, c'est 20 personnes, c'est tout petit. Le fils a repris la société, c'est un féru d'informatique et il a digitalisé sa société complètement. Donc aujourd'hui, quand vous commandez un châssis de fenêtre, il y a toujours bien entendu le technicien qui vient prendre les mesures, c'est un minimum. Et puis après, ça arrive directement au bureau d'études qui a été renforcé, qui va sortir toute la liste de quincailleries qu'il faut, mais aussi les dessins en automatique ou en semi-automatique, le dessin de toutes les pièces à fabriquer au départ des profilés, de manière à pouvoir assembler un châssis sans problème en fin de ligne. Et ça va jusqu'à amener, parce que là on est dans la partie digitale, mais on aurait pu parler aussi dans la partie dont on va parler plus loin, qui est le smart, donc l'usine intelligente. Ils ont des machines qui communiquent entre elles, donc s'ils ont une légère dérive à un moment donné qui n'a pas été vue par l'opérateur qui surveille la ligne, parce qu'il y a très peu de monde dans la ligne de production, les gens sont sur chantier, ils installent, la machine suivante est capable de corriger, jusqu'à une certaine limite bien entendu. Donc ça va jusque-là, donc les machines peuvent même communiquer entre elles. Ensuite, Vanouk, c'est une société donc, qui fabrique de la quincaillerie pour l'immobilier.
donc les cuisines équipées, etc. Ils fabriquent notamment, si vous avez déjà vu chez les cuisinistes, les beaux tiroirs qui se ferment tout seuls, avec un petit système de rappel. Ça, c'était leur spécialité. Ils se sont rendus compte que finalement, ils vendaient des pièces. Et ils se sont dit, oui, mais les pièces, n'importe qui peut les faire aussi. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent le tiroir entier. Donc ils travaillent pour des géants comme Leroy Merlin, comme Ixina, etc. Donc des cuisinistes industriels, on va dire pas le cuisiniste, petit cuisiniste qui vous fait votre cuisine sur mesure. Et ils livrent aujourd'hui les tiroirs automatiques complets. Donc l'usine s'est complètement transformée. Donc ils offrent plutôt qu'un produit, ils offrent un service complet. Le tiroir est prêt à être monté dans la cuisine. Et il ne reste plus qu'à mettre la façade, c'est tout. Alors, le plus important, on aurait peut-être dû commencer par celui-là, c'est centré sur l'humain. Donc c'est vraiment dire qu'est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs dans une société se sentent bien dans la société, chantent en arrivant. Il y en a certains qui me disent ça c'est pas possible, M. Nobel nous raconter des cracks. Oui. Bon, ils ne chantent peut-être pas en arrivant, mais on essaye en tout cas que les gens n'arrivent pas dans les sociétés avec des pieds de plomb. Donc, et pour ça, il y a toute une série de choses qu'il faut faire, qui peuvent être des choses très, très, très simples. Vous voyez ici, il y a quelques exemples. Il y a bien entendu, il y a des grandes théories. Vous les avez là, le cross-training, le support des opérateurs, etc. Mais il y a surtout, faire attention à son personnel et le considérer. Chaque personne, moi je dis toujours, j'ai été directeur technique dans des PME, j'ai travaillé dans des groupes internationaux, j'ai toujours dit, on a besoin de tout le monde. Moi, mon bureau, il est toujours propre, j'ai des plantes dans mon bureau, elles sont arrosées, c'est la femme d'ouvrage qui le fait. J'arrive le matin, mes stores sont ouverts, je suis accueilli dans ma société. Vous voyez, c'est du détail, mais c'est toute une série de choses qui peuvent compter dans la société. Chez Nico, société donc, qui fabrique des prises de courant, le travail, le département montage, c'est les opérateurs qui organisent eux-mêmes le travail. Voilà. Ils sont responsables de leur ligne de production. Il a fallu bien entendu former le personnel, parce qu'il n'était pas formé au départ à ça. Et les résultats, moins d'absentisme, satisfaction au travail plus élevée. Ça, on remarque ça très très fort dans beaucoup de sociétés. Chez JTEC, à nouveau, on les retrouve ici. Chez eux, ils ont dû former, parce qu'ils sont passés d'une usine qui était semi-automatisée à une usine full automatisée, sans mettre des gens dehors. Donc ils ont subi un plan Renault en 2008, la crise de l'automobile. Ils étaient 140, sont tombés à 80 personnes. Aujourd'hui, ils sont presque 200. Quand ils fabriquaient 250 000 différentiels avant 2008, ils en fabriquent 600 000 aujourd'hui par an. Et ça ne s'arrête pas. Parce que le problème maintenant, c'est la voiture électrique. Parce que dans la voiture électrique, il n'y a pas de différentiel. Et aujourd'hui, on sait que le tournant, il est amorcé. On sait que l'hybride, c'est une étape, et que derrière, c'est l'électrique. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de ce que consomme une voiture électrique par rapport à un ménage de 4 personnes ? Oui. 3 fois la consommation d'un ménage, rien que pour la voiture. Vous imaginez aujourd'hui, si on switch comme ça, d'un coup franc, du thermique et des moteurs diesel et essence ou hybride vers l'électrique, on est en burn-out. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus personne. Donc il faut aujourd'hui, la problématique, et c'est pour ça qu'elle ne se développe pas encore vite maintenant, mais ça va aller, le chemin il est pris, je pense que dans 10 ans on y sera, c'est qu'il faut construire, premièrement l'infrastructure pour pouvoir recharger les voitures ou changer les batteries, de façon très très rapide, un plug-in des batteries. Les batteries sont en dessous, donc c'est facile. Il y a des premiers essais qui ont été faits chez les fabricants automobiles. Changer une batterie dans une voiture bien pensée pour, ça prend 30 secondes. Donc il y a des solutions qui existent aujourd'hui. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'on ne maîtrise pas encore et on ne sait pas encore bien stocker l'énergie électrique. Elle est là. L'énergie du soleil est suffisante pour alimenter tout le monde. Mais il faut l'apprivoiser. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore l'apprivoiser. Ou en tout cas, on ne sait pas encore le stocker.
On sait stocker les piles à combustible, piles à hydrogène, etc. Mais c'est encore des solutions qui sont un petit peu dangereuses aujourd'hui. Mais ça vient. Et je pense que l'homme est assez malin que pour trouver les solutions qu'il faudra. Le network aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le réseau informatique. C'est le réseau des collaborateurs et c'est le réseau des collègues, des personnes qui travaillent avec vous. Aujourd'hui, une société ne peut pas se replier sur elle-même et travailler seule. Il faut vraiment qu'elle ouvre sa société à d'autres pour pouvoir, en collaboration, fabriquer et penser des nouveaux produits et pas vouloir tout garder chez elle. On a quelques cas. Aujourd'hui, si on ne fait pas ça, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas en France, mais en Wallonie, je peux vous dire que c'est difficile. Hein. Quand vous demandez à un industriel d'ouvrir la porte de son pseudo-concurrent, ben, je peux vous dire que les verrous et les clés, il en faut pour ouvrir la porte, hein, parce que c'est dur. Hein. Et je pense que c'est à peu près équivalent ici en Alsace. En tout cas, dans le nord de la France, je l'ai vécu, je sais que c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, donc, vraiment travailler et faire travailler les gens ensemble, les sociétés ensemble. On n'est pas spécialiste de tout. Hein, et pour ça, il faut trouver chaque fois les bonnes personnes, se mettre en équipe, travailler, développer. Deux petits exemples. L'ASEA. L'ASEA, donc, c'est une société qui fabrique des machines pour la traçabilité au niveau du médical notamment et du pharmaceutique. Et ce sont au départ des concepteurs et des utilisateurs de têtes laser. Donc ils développent des solutions avec une tête laser. Et puis ils se sont rendus compte, après une dizaine d'années de fonctionnement, que finalement, pour bien gagner sa vie, il ne suffit pas de livrer une tête laser à un fabricant qui va faire la machine, qui va la vendre au client. Le mieux, ce serait peut-être de fabriquer sa propre machine. Donc ils ont entamé une réflexion en interne et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils n'avaient pas les compétences. Ce ne sont pas des fabricants de machines, ce sont des utilisateurs de têtes laser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait deux choix. Soit on intègre la compétence à l'intérieur de la société, donc on va débaucher à gauche à droite des gens qui travaillent dans des sociétés qui fabriquent des machines, et puis on les amène, ou alors on s'associe avec. Et là, à 3 sociétés, ils ont développé aujourd'hui une ligne de machines, et ils sont présents maintenant partout dans le monde. La société, le personnel a été multiplié par 3. Physiol, c'est une société qui travaille dans le médical. Donc Physiol fabrique des lentilles. Donc vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Peut-être que Axel et moi, bientôt, on va y passer. Mais à un moment donné, on a une maladie qui peut nous arriver qui s'appelle la cataracte. Donc c'est le cristallin de l'œil naturel qui se dépolie. Physiol fabrique des cristallins artificiels. Donc on vous enlève votre cristallin naturel et on vous le repose un nouveau cristallin et vous êtes reparti avec une vision parfaite pour le reste de votre vie. Il faut au moins avoir 60 ans pour avoir de la cataracte. Ne tracassez pas, ce n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, ils ont vraiment constitué un réseau d'excellence parce que, vous imaginez, c'est de la chimie, c'est de la mécanique, parce que c'est usiné, ces pièces-là. C'est du médical, donc ils avaient toute une série. Donc eux, ils ont choisi ils travaillent avec des partenaires, mais ils ont aussi intégré en interne une grosse partie de leurs connaissances. Parce qu'ils sont dans le médical, justement, et c'est imposé dans ce cas-là. Voilà, l'éco-production. Donc là, c'est vraiment faire en sorte de consommer le moins d'énergie possible pour fabriquer des composants ou des produits. Rejeter le moins possible dans l'atmosphère, donc utiliser des panneaux solaires, bien entendu, ça c'est ce qu'on voit le plus rapide, ce qu'on voit le plus souvent dans les sociétés, l'éolien, etc. qui vient, mais c'est aussi réduire les transports. Fabriquer des pièces plus petites, plus légères, ça consomme moins de carburant pour les transporter. Donc c'est vraiment tout cet élément-là qui doit être mis en compte, jusqu'à, bien entendu, le recyclage des matières premières. Aujourd'hui, par exemple, une batterie d'automobile est recyclable à 95%, 95%, pardon. Oui, je me suis trahi, vous savez tous d'où je viens. Voilà. Un bel exemple, c'est Safran. Donc Safran dispose d'une usine en Belgique qui s'appelle Aeroboosters, qui fabrique des éléments qui sont en entrée de réacteurs. Et eux, ils ont vraiment gagné 22% à peu près d'efficience énergétique en utilisant mieux l'énergie pour pouvoir produire leurs pièces et en récupérant au maximum l'énergie qui était perdue
par exemple, utiliser les températures des bains de traitement de surface pour chauffer une partie des ateliers, plutôt que de le laisser partir dans la nature, quoi. Donc vraiment toute une série de choses. Faire de la cogénération, parce qu'ils avaient possibilité de le faire en interne, ils ont installé une centrale de cogénération. Donc ils maîtrisent leurs ressources énergétiques. AW Europe, c'est aussi une société qui est dans l'automobile, secteur de l'automobile. AW Europe, eux, leur but, c'est vraiment... Eux, ils sont dans le recyclage. C'est vraiment ça. Donc, vous savez que les boîtes automatiques sont toujours un petit peu plus fragiles que les boîtes manuelles. Enfin, ça s'améliore, hein, mais il fut un temps, en tout cas, où une boîte automatique, 60 000 km, et il fallait la changer. Hein, et c'est pas si loin que ça, hein, c'est il y a moins de 10 ans. Hein. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais aujourd'hui, donc, les boîtes automatiques qui sont remplacées sont récupérées chez AW Europe, complètement démontées, nettoyées. On remplace juste les pièces défectueuses, quelques roulements, une roue dentée, etc. On remonte la boîte et elle est à nouveau disponible pour pouvoir être installée sur un véhicule en échange standard. Voilà, la smart production. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'agilité de la production, donc c'est l'intégration aussi des robots collaboratifs, hein, et de la robotique en général. C'est tout ce qui est auto-apprentissage, hein, donc c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait de l'intelligence embarquée au niveau des lignes de production. Vous avez sur la photo du milieu, c'est un collègue, donc c'est une photo qui est prise dans notre centre de Courtrai, hein, où on fait du Smart Assembly, et où vous voyez que le cobot est la partie à disposition du technicien pour l'aider et faciliter le montage de certains éléments. Pour la petite histoire, ici, il assemble une main de robot. Hein, comme ça, on est resté dans le thème. Voilà. Les exemples au niveau de ça, c'est Paumelle liégeoise, hein, c'est la société pour laquelle on avait cru, nous, ingénieurs intelligents, qu'on allait tout remplacer par une supercommande numérique. On a continué à travailler avec eux. Et par des analyses des stocks, notamment, on leur a permis de faire un gain sur leur stock. Donc, c'est une société, il faut savoir, qui a été rachetée par l'employé administratif. Donc aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la société, c'est une employée administrative. La société lui appartient. Techniquement, elle n'y connaissait rien. Elle a tout confié à ses ouvriers et à son staff. Ils sont 7 dans la ligne de production, donc il n'y a pas vraiment... Il y a un contremaître, et puis après, ce sont les ouvriers. Et ils ont fait une approche qui était, ma foi, assez intelligente. C'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut savoir si on a du stock de pièces pour pouvoir monter les pommelles? On va installer des boîtes, on va mettre des pièces dedans, on va les mettre un peu en oblique, comme ça on verra. Et quand il n'y a plus de pièces dans la boîte, ça veut dire qu'il faut en refabriquer, hein, ou bien qu'il n'y en a presque plus. Sauf qu'ils ont pris toutes des boîtes de la même dimension, hein, et les rondelles, ça ne prend pas la même place que les pommelles et les grosses pièces, etc. Donc là, on les a aidés, on les a accompagnés. C'est un petit détail qu'on est venu ajouter avec eux. Hein, et aujourd'hui, on est arrivé, c'est notre record, on est arrivé à économiser pratiquement 70% des composants de stock, tout en garantissant une livraison en 24 heures des pommelles chez les clients. Donc c'est un record qui est assez... c'est un résultat qui est assez intéressant, et je ne vous dis pas ce que ça peut représenter en termes de trésorerie pour la société. C'est en partie grâce à ça qu'ils ont pu rénover leur parc machine, déménager dans des nouveaux bâtiments maintenant, etc. Dans 2 ou 3 ans, cette usine, je suis convaincu que ce sera une usine du futur. Parce qu'ils sont en train vraiment de faire toute la démarche. Mais ils ont commencé par le plus urgent. Et alors Eldor, c'est le fabricant de portes sectionnelles. Là, ce qu'on fait, c'est de la customisation retardée, en réalité. Donc aujourd'hui, pas mal de portes de garage, de plus en plus d'ailleurs, ne viennent plus avec le recouvrement d'office. On les peint pour obtenir des textures différentes, etc. Fabriquer des éléments comme ça, hein, sur les portes sectionnelles, c'est un rouleau de 3 km d'acier au-dessus, 3 km d'acier en dessous et la mousse de polyuréthane au milieu. Quand il faut faire des rouges, des bleus, des blanches, des noirs, je ne vous dis pas, hein, s'il y en a une commande pour 300 mètres de panneaux et qu'il faut débobiner 3 km, ça ne va pas bien. Donc là, on a travaillé et on a repris finalement, on n'a rien inventé, on a repris une idée de l'automobile. Aujourd'hui, dans l'automobile, vous peignez une voiture blanche derrière une voiture noire.
sans qu'il y ait des tâches d'une sur l'autre. Eh ben, on a repris un peu ce concept-là, on l'a adapté à une ligne de production en ligne, parce que ça défile, hein. Je peux vous dire, c'est des mètres par seconde, là, hein. Donc on n'est pas dans le même contexte. Hein. Mais l'idée, c'est la même, et alors on fait la peinture et le débitage des pièces au fur et à mesure qu'elles avancent dans la ligne de production. Voilà, donc on a passé en revue les 7 grandes transformations. Pour faire ça, nous, on a toute une série d'outils qui sont mis à disposition de nos partenaires. Donc X5, qui est ici, est un de nos partenaires dans la démarche. Ce sont des outils qui sont mis à disposition pour faire du scan process, vous le voyez, un global, du support du coaching. Là, c'est vraiment les centres de recherche par secteur d'activité qui sont impliqués, l'implémentation, et alors, pour le workshop, c'est un questionnaire. Et plus vous avancez, bien entendu, plus les questions sont précises. Hein, au début, c'est des questions très générales, et puis on précise, donc on affine de plus en plus notre démarche. Voilà, je vous ai parlé tantôt de la sensibilisation. Ici, je vais parler très très vite, hein, mais voilà, donc on a des outils qui sont à notre disposition. Les liens sont fonctionnels, hein, donc si vous cliquez sur les liens, vous tomberez sur les sites. Voilà, le scan process, vous voyez, il y a des coûts qui sont liés à ça, bien entendu, hein, parce qu'on met de la main-d'œuvre en jeu pour pouvoir accompagner les sociétés. Hein, donc on fait l'analyse. Vous voyez la toile d'araignée là sur la droite, que je vous parlais tout à l'heure, où on voit en rouge la position de la société où elle est, et en bleu où elle devrait être. Le scan global, ça c'est un programme Interreg qui le permet. Je passe relativement vite parce que vous voyez toute une série d'aides, etc. Mais je suppose que vous avez le même type d'aide en France. Ici, on est sur la DG aussi, en Belgique, le service public de Wallonie, qui donne les subsides pour faire tout ça. Ça, c'est l'assessment. Donc, c'est le fameux label. Hein, alors, pour obtenir le label, pour être reconnu industrie du futur, il faut être excellent dans les 7 axes de transformation. Et quand on dit excellent, ça veut dire que vous devez obtenir 80% du score, donc c'est de 0 à 5. Donc vous devez avoir un minimum de 4 par axe de transformation. Et là, vous êtes entreprise du futur. C'est un audit avec 4 spécialistes qui viennent auditer. En général, 1 à 2 du monde de l'industrie et 1 à 2 du monde académique ou centre de recherche. Et à l'heure 4, ils font l'évaluation, ils comparent leurs résultats, soit ils diminuent, soit ils augmentent, ça peut arriver, ça va dans les deux sens, et ils rendent une cote globale. Et si vous êtes à 4 sur 5 dans les 7, vous avez le label. Maintenant, si vous êtes à 4 sur 5 dans 6 et à 3,8 dans la 7e, oui. Un petit gewürztraminer et puis ça passe. Non, rassurez-vous, nous sommes inflexibles. Nous sommes incorruptibles. Alors pourquoi le faire? Parce que ça, c'est une question que l'industrie nous demande. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il faut que ça ait du sens. Qu'est-ce que ça me rapporte d'être un drapeau devant chez moi, industrie du futur? On a quand même regardé que finalement, ça permet d'évaluer, de s'auto-évaluer, de dire mais où sommes-nous et quel est le chemin que nous avons à faire. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est aussi profiter du fait que quand vous êtes labellisé, il y a un club qui est derrière et vous pouvez aller voir les autres qui ont été labellisés, trouver des idées chez eux, échanger, etc. Vous voyez, c'est le réseau. Hein, c'est le réseau qui se construit. Alors, en général, c'est la fédération qui anime. Donc, chez nous, c'est Agoria. Donc, c'est la fédération de l'industrie technologique. Tous les 16. Ouais. Ah oui, on est surpris des premiers. Hein. Oui, ils participent tous. Sauf un qui est un peu plus timide, c'est Valeo. Parce que Valeo, ils ne peuvent pas communiquer. Ouais. Allez. Donc ça, on voit par comment organiser les entreprises qui ont fait leur transformation et labellisées. Donc, les entreprises labellisées sont organisées par cette fédération, entre guillemets. Comment ça se passe du côté de ce qu'on va appeler, enfin en France on appelle ça comme ça, des offreurs de solutions qui sont finalement
toutes les entreprises capables d'aider les entreprises à aller vers là, dont Cyrus d'ailleurs, sur le Diag, mais qui ont des briques technologiques qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Est-ce que ceux-là, en Belgique, enfin en Wallonie, sont organisés entre eux? Il y a de la concurrence. Mais en général, je dirais que on va dire que c'est relativement bien organisé. On ne se marche pas trop sur les pieds. Ici, donc le programme a été un peu transformé. Au départ, c'était la fédération et le centre de recherche qui pilotaient seuls. Aujourd'hui, on pilote ça avec l'organisme qui est Digital Wallonia. On a pris quand même une année pour bien apprendre à se connaître et à ne pas se marcher sur les pieds. Oui, c'est compliqué. Ce sont des hommes. Mais vous arrivez à vous rencontrer avec d'autres sur d'autres domaines qui ont des briques complémentaires finalement à apporter? On sait les intégrer, oui. D'accord. Donc, je ne vous ai pas présenté Cyrus parce qu'on n'a pas le temps, mais une des forces de Cyrus, c'est qu'on a un réseau tout autour de nous. Donc, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres centres de recherche, il y a des universités, à l'étranger aussi. On participe beaucoup, notamment avec des universités dans la région Rhône-Alpes, avec des universités et des hautes écoles dans le nord de la France. Là, j'ai dernièrement rencontré une personne des chambres de commerce d'Alsace qui m'a dit « est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se parle ?» Donc, tout ça est en train de s'ouvrir. Et aujourd'hui, il est clair que nous n'avons pas toute la compétence. Mais ce qu'on essaye de faire, en général, c'est d'aller trouver la brique qui manque pour l'industriel. Puisque j'ai le micro, j'en profite juste pour une question un peu en amont. Donc, comme vous intervenez notamment sur la partie Diag, enfin avec X5, etc. Ouais. Alors, c'est peut-être X5 qui a la réponse. En France, ce qu'on constate, c'est souvent, en fait, le déclencheur, c'est souvent soit un nouveau patron start-up, etc., qui a une nouvelle vision plus futuriste par ça. Ou alors, c'est vraiment une crise, on n'est pas loin de fermer la boutique, et puis du coup, on fait la transformation parce qu'on n'a pas le choix. Et on commence par du lean. Ouais, oui, c'est souvent le cas. Mais vous avez vu, dans ce que je vous ai montré, il y a quand même pas mal de cas où c'était ça ou la fermeture. Oui. Oui. Mais voilà, donc c'est le sens de l'urgence. On lance les dernières forces, on lance les dernières actions, et si ça ne fonctionne pas, après on ferme boutique. Ben voilà. C'est ça. Vous aviez une question? Peut-être pas besoin du micro. Si, parce que ça enregistre. Merci. Je travaille dans une PME qui fabrique des batteries au lithium, donc... Juste une parenthèse, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, je ne pense pas que l'hybride soit qu'une transition, mais ce n'est pas le sujet du débat. Dans notre PME, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a un bureau d'ingénieurs qui sont assez jeunes et assez portés sur... Enfin, ils vont souvent dans des forums et voir les nouvelles technologies qui se font. Et juste à titre d'exemple, il y a par exemple une machine qu'on aimerait installer depuis 3 ans, qui coûte 60 000 €, qui aura un retour sur investissement sur 3 mois. Ça fait 3 ans qu'on attend cette machine. Le problème, c'est les grands patrons qui sont en Suisse. La question, c'est comment vous faites pour... c'est bien si vous êtes invité par des déclencheurs, donc les jeunes ingénieurs qui ont 30 ans. Comment vous faites pour motiver d'autres personnes? Et est-ce que c'est un frein, ce que je viens de vous expliquer, est-ce que c'est un frein que vous voyez souvent? Les sociétés comme les vôtres, en général, vous n'avez pas toute l'autonomie dont vous avez besoin. Ce qu'on remarque quand même de plus en plus aujourd'hui, notamment, vous voyez, je vous ai cité le cas de JTEC dans les exemples. JTEC appartient à un groupe japonais qui est le groupe Toyota. Et Toyota a fini, mais après des années, a fini par comprendre que s'il ne leur laissait pas un petit peu d'autonomie et de potentiel, ils n'évolueraient jamais. Et aujourd'hui, on remarque quand même que cette société a pratiquement doublé son personnel, est en train de réfléchir sur des nouveaux produits qui vont remplacer les produits existants dans un délai d'ici à 5 à 10 ans. Et ils leur ont laissé les moyens de le faire. Si vous n'avez pas ça, et ça arrive qu'ils ne l'ont pas, chez Fédéral Mogul, je vous ai parlé tout à l'heure, chez Fédéral Mogul, ce sont des initiatives pirates. Oui, ah oui, oui, oui. Chez JTEC aussi, c'est pirate. Ils ont commencé comme des pirates. Ils n'ont rien dit, surtout rien dit à leur patron. Ils ont développé des trucs, quand ça a été au point, ils leur ont dit « T'as vu ce que j'ai fait ?» Et c'est passé. Alors, il faut que l'argent soit là. Sinon, il faut qu'on prenne sur nos salaires, quoi. C'est ça. Mais c'est clair, si vous n'avez pas les moyens financiers pour pouvoir le faire, dans 5 ans, vous vous posez toujours la question que vous vous posez maintenant. Oui. Mais ça, à un moment donné, il faut un déclencheur. Et là, vous n'avez pas les mains. Je suppose que vous avez déjà présenté, vous avez déjà argumenté, et ça ne vient pas. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelle est finalement la volonté du groupe vis-à-vis de vous.
Désolé, hein. Ok. Enfin, ça, je vous laisserai lire, hein, parce que, oui, on a un petit peu dépassé le temps. Ça, ce sont les nominés, ce sont les champions en Belgique, qui ont reçu donc le label. Donc, vous voyez, ils sont 16. Vous voyez qu'il y a un petit peu de tout dedans. Hein. Vous ne connaissez sans doute pas la majeure partie des sociétés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de secteur d'activité, là-dedans est représenté, bien entendu, l'automobile, mais aussi le médical, le conditionnement d'air avec Daikin, la partie textile, les parties... oui, j'ai dit le médical, je l'ai dit, et aussi la partie alimentaire, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux. Hein, donc là-dedans, vous retrouvez tous ces secteurs d'activité. Et ce qui est aussi intéressant, et je termine par ce slide-là, c'est de voir, mais finalement, parce que ça c'est la question qu'un industriel et une PME nous pose, mais finalement, quel est le bilan de votre action ? Eh bien, on est remonté donc, chez les 16 industriels dont vous avez vu les noms, juste le slide avant, on est remonté 5 ans en arrière. Et on a fait un bilan sur 5 ans de fonctionnement. Donc ils ont eu le label, les premiers ont eu le label après 2 ans, parce qu'il a fallu préparer, bien entendu. Hein, il y avait des chantiers, etc. On ne sait pas tout faire d'un coup. Hein, et ce qu'on remarque, c'est que en termes d'efficacité de production, on a gagné jusqu'à 50%. Pas dans tous les cas, hein, mais... En tout cas, ici, c'est les champions qu'on vous montre. Hein. En termes de réduction de lead time, on a été jusqu'à gagner 80%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais par de la réflexion. Hein. C'est des gros investissements sur 5 ans, donc c'est 468 millions d'investissements dans ces sociétés-là. Donc c'est important, c'est énorme. Et alors, ce qui est surprenant pour certains, nous, ça ne nous a pas surpris. Le chiffre nous a surpris quand même. On savait que ce serait positif, on ne se rendait pas compte que ce serait aussi positif que ça. Aujourd'hui, dans ces sociétés-là, ils ont engagé 11% de personnel en plus en moyenne. Bon, il y en a que c'est 0, il y en a que c'est 20. Hein. Il y en a qui ont doublé leur personnel. Mais en moyenne, c'est 11%. Dans un secteur, donc nous sommes dans le secteur des fabrications métalliques, hein, et du génie mécanique, où chaque année, c'est une érosion de 6%. Donc vous imaginez, c'est un delta de 16% par rapport à la situation existante. Donc c'est énorme. Et c'est du concret. On peut vous montrer les chiffres, c'est pas du blabla. Hein. On ne les a pas inventés, c'est les industriels qui nous les ont donnés. Et eux, leur fierté, c'est le personnel qui l'a. Voilà, là, c'est tous les partenaires que nous avons en Wallonie. Vous savez que la Wallonie, c'est une toute petite région, hein, et c'est une région très compliquée. Parce que dès qu'on dit qu'il va y avoir quelque chose, il y a plein de monde qui vient s'ajouter. Hein, donc vous voyez, au départ, vous aviez Ciricia Goria, hein, et aujourd'hui, ben voilà, vous avez tout le monde qui s'est ajouté. Hein, et notamment, il y en a un que je connais ici dans l'Assemblée, je ne le vois pas. T'es pas dedans? Ben si, tu devrais être là. Ouais. C'est que j'ai dû oublier la bourde de la journée. Non, X5 est aussi un de nos partenaires, mais il est arrivé un petit peu en retard. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore sur les slides. Fais ce que je peux, Axel. Voilà. Mes coordonnées et les coordonnées de ma collègue, donc nous sommes 2 sur la Wallonie aujourd'hui, parce que nos compétences en termes de transformation au niveau des sociétés sont des compétences que nous avons dans nos centres néerlandophones. Mais rassurez-vous, s'il doit vous aider, il parle français. Hein. Donc, hein, et quand ils veulent parler néerlandais, c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà. Si j'ai encore le temps, j'ai encore un petit film à montrer. Ça va? Ça va pour vous? Donc c'est une des sociétés qui a obtenu l'award donc en 2016. JTEC Torsen Europe est une société située à Strépy qui produit des équipements automobiles, principalement pour la driveline d'une auto, c'est-à-dire pour la transmission de la puissance aux roues. Et nous appartenons à un groupe japonais qui est actif dans les machines-outils
dans les roulements et dans l'automobile. L'automatisation et la robotique sont les composantes de la réussite de Gitect Thorsen Europe. La société est parvenue à doubler sa production en 3 années pour atteindre 600 000 unités par an. Et le nombre d'employés est également à la hausse et est passé de 126 à 180. Alors dans l'automobile, qui est un marché très compétitif au niveau de la qualité, il fallait absolument devenir une société autant que possible zéro incident pour le client. Comme tout le monde le sait, l'humain ne peut pas faire 100% du temps exactement la même opération sans aucune erreur. Et donc, pour améliorer et passer à quasiment zéro incident, l'adjonction de process et de technologies d'automatisation, de mesures en ligne, a permis d'atteindre cet objectif. Bien que l'industrie automobile européenne soit sous pression, des investissements importants ont été réalisés à Strepi. Pour le groupe japonais, cette implantation est une référence. Donc, le groupe a identifié que le marché européen était le plus compétitif dans ce domaine de la dynamique des véhicules. Et donc, il y a d'énormes attentes des constructeurs pour atteindre ces objectifs de dynamique du véhicule. Et donc, le groupe met les moyens pour atteindre la satisfaction des clients. En termes de développement de différentiels, on est extrêmement bien positionné dans le groupe, mais aussi en termes d'usinage. On a développé toute une série de technologies par rapport à l'usinage d'engrenages, mais également par rapport aux outils pour réaliser ces engrenages. Dans tous les développements, on accorde une place importante à l'impact écologique de la production. Donc on a aussi travaillé sur tout ce qui est utilisation des ressources telles que les lubrifiants, la chaleur, l'énergie, pour utiliser le moins possible de ces ressources pour réaliser le même nombre de produits ou plus. Voilà, donc vous voyez, vous avez quelques... Oui, ça résonne. Ouais. Vous avez eu quelques exemples ici qui vous ont montré, donc vous avez vu, le film est fait, donc ça marche avec la Ward. Hein, donc quand vous avez la Ward, il y a le film qui est automatiquement fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Vallejo par exemple, je ne peux pas vous le montrer. Donc ils ne peuvent pas communiquer là-dessus. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Politique de la société, ben, il faut le respecter. Voilà la ligne. Hein, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a ouvert un petit peu les idées. Nous, on est à disposition, on échange et on est sur des programmes d'ailleurs au niveau Interreg avec le nord de la France sur le Factory 4.0 que vous avez vu passer en vitesse dans les derniers slides que j'ai montrés là, avec le pôle Mécatech chez nous. Hein, donc il y a des collaborations qui peuvent se faire aussi. Et puis voilà, et puis vous, jeunes entrepreneurs ou futurs jeunes entrepreneurs, ben, comme ça vous avez quelques idées aussi en plus. Voilà, je vous remercie.